Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on revient sur la 7e édition de la Journée du droit dans les collèges. Elle vient d'avoir lieu, elle est portée par le Conseil national des barreaux. Maître Julie Couturier en est la présidente, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programmes d'art plastique, d'histoire de l'art, d'histoire tout court, mais aussi par ricochet de science, à l'occasion de l'exposition L'âge atomique, les artistes à l'épreuve de l'histoire, exposition qui a lieu au Musée d'Art Moderne de Paris. Et puis rendez-vous en fin d'émission comme chaque semaine avec Sandra Ferreira. C'est la semaine du goût, la 35e édition. Et à cette occasion, nous allons dans la rubrique Plateau Repas révisé avec un petit quiz sur le goût. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. La 7e édition de la Journée du droit dans les collèges s'est tenue le 4 octobre sur le thème, comme l'année dernière, du harcèlement. On fait le bilan avec Julie Couturier. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Vous êtes avocate, présidente du Conseil national des barreaux pour la mandature 2024-2026. Vous n'êtes plus bâtonnière, vous l'avez été. Et si je dis bâtonnière, c'est à dessein parce que je crois que vos prédécesseuses se faisaient appeler Madame le bâtonnier. Et puis vous avez dit, ben non, bâtonnière. Alors j'ai dit bâtonnière, d'abord j'étais la 4e sur 222. Oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc je pense que mes prédécesseurs étaient dans des habitudes de ces fonctions essentiellement assumées par des hommes. Moi c'est vrai que quand j'ai été élue, ma religion n'était pas faite sur ce sujet. Vous êtes posé la question? Oui, je me suis posé la question absolument. Je me suis posé la question et puis j'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit si vous ne vous y mettez pas, nous n'y arriverons pas. Donc j'ai été sensible à cet argument. Et puis un autre peut-être un peu plus anecdotique, mais nos amis québécois sont assez en avance sur ce sujet. Et un Français un peu condescendant a dit un jour à une bâtonnière du Québec, mais vous savez, chez nous, le bâtonnier, c'est le mari de la bâtonnière. Et sans se démonter, cette bâtonnière a répondu, eh bien, chez nous, le bâtonnier, c'est mon mari. Et je dois dire que ça m'a convaincue. Bonne réplique. Et effectivement, les Québécois qui, en règle générale, sur la langue française, sont beaucoup plus exigeants que nous ne le sommes ici. Je le disais, pour la 2e année consécutive, le thème central de cette journée du droit dans les collèges a été le harcèlement scolaire et les discriminations. Le Conseil national des barreaux avait érigé cette lutte contre le harcèlement comme une grande cause. Pourquoi y revenir? Ça n'avait pas suffi. L'année prochaine, ce sera pareil parce que jamais 203. Alors, l'année prochaine, on verra, mais on a été très inquiets en début d'année lorsque sont sortis les résultats de l'étude qui a été menée par le ministère de l'Éducation nationale fin 2023, attirant notre attention sur le fait qu'il y avait en France 800 000 élèves victimes de harcèlement, ça veut dire au moins un élève par classe. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est sur des sujets de droit, il nous a semblé que c'était important que nous, avocats, nous en emparions et que nous venions, si je puis dire, au soutien de l'éducation nationale. La journée du droit dans les collèges, c'est une manifestation que nous faisons en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'association Initia Droit qui fait toute l'année, parce que c'est pas seulement une journée par an, mais de l'éducation au droit dans les collèges, et avec la défenseure des droits. Donc il nous a semblé important de, si je puis dire, d'enfoncer le clou, pardon pour cette expression un peu familière, mais vraiment de marquer notre investissement dans ce combat contre le harcèlement scolaire. Jusqu'à un élève sur 10, effectivement, selon certains chiffres, et ce, à tous les niveaux scolaires, mais quand même un peu plus au collège, et c'est pour ça que vous intervenez au collège. Absolument. Moi, je suis à titre personnel intervenue dans une classe de 6e. Donc là, ils sont assez petits, évidemment. Et bon, c'est d'ailleurs un exercice pas facile de vulgariser notre vocabulaire, parfois un peu rébarbatif de juriste. Mais en tout cas, c'est important, à mon sens, d'attirer leur attention sur le fait qu'ils sont des sujets de droit. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions qui vous ont un petit peu dérouté? Est-ce que vous avez eu des surprises en intervenant vous-même, sachant qu'il y a des centaines, n'est-ce pas, de vos consoeurs et confrères qui se mobilisent à cette occasion-là? C'est vraiment tous, j'exagère, mais énormément d'avocates et d'avocats français sont dans les collèges pour la journée du droit. C'est une opération, en effet, qui a lieu sur tout le territoire. On avait 600 avocats mobilisés dans à peu près 450 établissements. Le Conseil national organise ce système de matching pour que les avocats s'inscrivent dans les établissements qui se sont eux-mêmes préalablement inscrits. Donc, est-ce qu'ils m'ont posé des questions qui m'ont déroutée? Alors oui, pour tout vous dire, j'étais très intimidée en fait, beaucoup plus que dans d'autres circonstances auxquelles ma fonction me porte. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le fait de se retrouver devant ces citoyens en puissance,
séance, j'ai trouvé que c'était en effet assez impressionnant. Donc oui, ils ont posé un certain nombre de questions. Je pense qu'il y avait des questions assez autour de cette thématique-là. Par exemple, est-ce que quand on est enfant, on peut aller en prison ? Parce que c'est vrai que je pense qu'on attire aussi beaucoup leur attention sur le fait que le harcèlement, c'est une infraction. Donc déjà, il faut leur expliquer ce que c'est qu'une infraction, c'est-à-dire une violation de la loi. C'est ça, infraction. Voilà, ouais. Et donc le fait de dire que oui, que c'est effectivement un manquement, comment ça peut être éventuellement puni, tout en essayant de ménager quelque chose qui ne soit pas trop incriminant, parce qu'évidemment, on ne juge pas les mineurs comme on juge les majeurs. Leur expliquer la notion de discernement, qui est très importante dans la façon dont on va aborder ces cas, et faire en sorte de comprendre en effet que, évidemment, même les auteurs de harcèlement restent des enfants la plupart du temps. Et qu'il y a, ça c'est l'héritage de l'ordonnance de 45 en France. Certaines associations disent qu'elle se perd un peu, mais enfin qui malgré tout avait cette idée de sanction éducative d'un mineur et d'abord un être en construction qu'on doit accompagner et pas qu'on doit condamner pour la vie. Et c'est un combat qu'on continue à mener parce qu'on a aussi une actualité politique qui fait que c'est vrai que la violence augmente et que vraisemblablement il y a peut-être des adaptations à avoir, mais nous insistons beaucoup sur le fait qu'un mineur reste un mineur et qu'il faut évidemment, notamment sur les questions d'excuses de minorité, c'est pas le sujet du jour, mais malgré tout, on est quand même dans cette actualité-là, faire extrêmement attention. En parlant d'actualité, comment vous faites, vous, avocate, quand vous arrivez dans une classe quelques jours après qu'un ministre de l'Intérieur ait dit que l'état de droit, c'était pas sacré, et vous arrivez et vous leur dites le droit, il n'y a rien de plus sacré justement. Exactement. Alors c'est toute la difficulté d'avoir un discours pédagogique sur cette question et d'expliquer que l'état de droit, si c'est sacré, parce que c'est un socle de règles, c'est très clairement défini. L'état de droit, c'est 3 principes, c'est la séparation des pouvoirs, la hiérarchie des normes et l'égalité des citoyens devant la loi. Et ça, c'est indiscutable. Ça, c'est indiscutable et ça nous protège. C'est une garantie fondamentale dans une démocratie, ça nous protège tous. Mais il y a l'état de droit et puis il y a l'état du droit. L'état du droit, il peut évoluer, comme il évolue, j'allais dire quasi quotidiennement. C'est ça, à chaque décision de justice, à chaque décision de justice, loi, décret. Voilà. Enfin, ce que j'ai précisément, il évolue au niveau européen, il évolue au niveau national, que ce soit, encore une fois, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire qui fait évoluer le droit, mais ce droit, il est en construction permanente pour s'adapter aux besoins de la société. Dans les nouveautés, je reviens sur la question du harcèlement. Alors, nouveauté, pas nouveau, ça a quand même une dizaine d'années maintenant, mais quelque chose qui doit aussi impacter pour le coup les tribunaux ou les affaires du monde adulte, c'est la puissance des réseaux sociaux, c'est Internet, avec la difficulté aussi, j'imagine, d'administrer la preuve, de retrouver qui est l'auteur ou l'autrice de tel ou tel message. Ça, c'est une problématique qui parle beaucoup aux jeunes, j'imagine. Alors, c'est une problématique qui parle d'autant plus aux jeunes, et ça fait partie un peu des surprises. C'est pas moi qui ai posé la question, mais c'était l'enseignante, en l'occurrence, qui les a interrogés les uns et les autres sur qui avait un portable. Ils touchent en 6e, non ? Oui, mais c'est fou, parce qu'en principe, à cet âge-là, ils n'ont pas à avoir de portable ni à avoir accès aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'ils traitent ça avec une forme de désinvolture un peu désarmante sur le fait que les parents leur laissent effectivement accès aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on leur a expliqué, on a essayé de leur expliquer que justement cet anonymat et le fait d'être un peu caché derrière un écran ne devait pas non plus les déresponsabiliser. Surtout que ça produit ce qu'on appelle, je crois, l'effet cockpit, qui est un peu le même que celui des pilotes de drone. Comme on est loin de la cible, on ne voit pas vraiment la souffrance de la cible. Et alors toute empathie est complètement rompue. Il faut d'un mot encore dire que le harcèlement, il laisse des traces indélébiles chez beaucoup de victimes. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut lutter aussi contre. Absolument, et c'est la raison pour laquelle on essaye de développer des réflexes et de faire en sorte que j'allais dire que la peur change de camp, c'est-à-dire que même si, encore une fois, et comme je vous l'ai dit, on est plutôt dans une volonté d'éducation des auteurs, l'idée c'est qu'il faut faire disparaître la honte et libérer la parole des enfants, parce qu'en réalité, le sujet, c'est ça, c'est que les enfants ont conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais parfois ils n'osent pas parler. Ça aussi, on a eu un témoignage là-dessus d'une petite fille qui n'avait pas osé parler pendant 2 ans, parce que peur des représailles, parce qu'en effet, un effet de honte, et une espèce d'aveu de faiblesse.
La 7e édition de la journée du droit dans les collèges. Tiens, si le droit, c'était pas seulement pendant une journée dans les collèges, on va en parler si vous le voulez bien, Julie Couturier, juste après l'anti-sèche. Vous êtes, je le rappelle, présidente du Conseil national des barreaux, mais pour l'heure, nous retrouvons le grand avocat des programmes scolaires, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une nouvelle fois, vous nous conseillez une exposition, belle exposition, très belle peut-être même. Elle est au Musée d'Art moderne de Paris. Elle est intitulée « L'âge atomique, les artistes à l'épreuve de l'histoire ». Et là, ça renvoie aussi bien aux arts plastiques, à l'histoire de l'art, à l'histoire tout court. Enfin, c'est vraiment une mine pour apprendre des choses. Le mot est bien choisi. Mine, si je puis me permettre, sur le côté atomique, c'est très très fin. Bravo, félicitations. Mais oui, effectivement, c'est un tout. On peut le ranger dans plusieurs cases, puisque cette exposition vous invite, vous le public, à explorer les représentations artistiques suscitées par la découverte scientifique de cet atome et de ses applications, en particulier donc de la bombe nucléaire, dont les conséquences dévastatrices ont changé, on sait, le destin de l'humanité et de certaines régions. Il y a près de 250 œuvres à votre disposition. Peinture, dessin, photographie, vidéo, installation et puis des documentations inédites parfois. Une exposition qui montre pour la première fois les positions très différentes qui ont été prises par les artistes face aux avancées scientifiques et aux controverses également que cela a pu susciter, un sujet qui n'est plus que jamais d'actualité. On donne quelques exemples en images, il y a plusieurs grandes thématiques. Oui, il y a 3 thématiques, entre autres. La première, c'est la désintégration de la matière. À l'aube du XXe siècle, les découvertes scientifiques sur la composition de l'atome et la radioactivité bouleversent. Cette image, par exemple, de Sigmar Polke, qui met en avant l'uranium. Nous sommes en 1992. Le deuxième thème, c'est la bombe en elle-même. On va partir vraiment sur cela. L'invention de la bombe atomique, son utilisation, la destruction contre le Japon par les États-Unis. Nous sommes alors en août 1945, qui marque alors un point de bascule dans l'histoire moderne de l'atome, inaugurant un nouvel âge atomique. Les artistes du monde occidental en proposent des lectures multiples. Certains s'en tiennent à une forme de neutralité, une fascination, tandis que d'autres vont engager la critique de la spectacularisation des explosions afin de tenter de représenter cette éruption tragique au sein de la condition humaine. En image, ça donne justement celle que vous voyez derrière moi. La première, c'est de 1946. Pour la seconde, nous sommes un peu plus proches de nous en 2002. La plus récente, justement, elle est représentée dans les livres d'histoire, celle de Bruce Conner. Et justement, après la guerre, l'explosion représentée par un très grand champignon qui devient une image omniprésente, emblématique de la mondialisation du conflit et des communication. Celle qui est en noir également, que vous allez voir apparaître dans quelques instants, elle est connue puisque c'est-elle réalisée par Salvador Dali en 1945, ce peintre espagnol mondialement connu. Une autre, c'est une année plus tard, réalisée par Charles Bettinger. Enfin, le dernier thème, c'est la nucléarisation du monde. Progressivement, à partir des années 1970, de nouvelles formes d'engagement politique vont apparaître, souvent liées à la conscience écologique accrue de cette menace qui peut représenter l'énergie nucléaire. On a l'accident de Tchernobyl, là aussi, qui est mondialement connu, 1986. C'est désormais le vivant dans son ensemble qui se retrouve au cœur des préoccupations artistiques, comme vous pouvez le voir ainsi. Un mouvement pacifiste également, anti-nucléaire et contre-culturel, qui se développe avec une critique de la politique de la production nucléaire. Et puis, comme un symbole, Emmanuel, on avait parlé du prix Nobel la semaine passée. Et prix Nobel de la paix, notamment, a été remis cette année à un japonais. C'est un collectif japonais qui lutte justement contre le nucléaire, Nihon Hidan Kiyo, qui a donc reçu ce prix Nobel de la paix. Effectivement, des survivants de la bombardement de 1945. Tout à fait. On redonne les infos pratiques, Musée d'Art moderne de Paris, effectivement, c'est jusqu'au 9 février si vous souhaitez le découvrir. C'est ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h. Il y a une nocturne le jeudi soir, n'hésitez pas, avec des tarifs qui oscillent entre 13 et 15 euros. Voilà, et allez vraiment la voir. Et je ne vous certifie pas qu'on n'a pas fait une petite inversion d'image entre Dali et Bettinger tout à l'heure. Si vous avez la curiosité d'aller voir le replay, mais le mieux, c'est quand même d'aller voir l'expo. Oui. Merci beaucoup, cher Guillaume. La 7e édition de la Journée du droit dans les collèges s'est tenue le 4 octobre sur le thème du harcèlement. On fait le bilan avec Julie Couturier. Elle est la présidente du Conseil national des barreaux.
Le droit dans les collèges, il arrive de manière un petit peu exceptionnelle. Au moment de cette journée du droit, est-ce qu'on ne devrait pas étudier plus le droit? Alors, il y a une éducation juridique à un moment donné dans la scolarité, au moment du lycée, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Incontestablement, c'est pas assez. Parce qu'il y a énormément de notions. Ce qu'on leur explique et ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que le droit, c'est la règle du jeu de la vie en société. Et donc, plus tôt ils en sont conscients, et mieux on se porte. Ils ont eux-mêmes des droits, ils ont aussi des devoirs. C'est vrai qu'il y a quelques progrès ont quand même été faits ces dernières années, notamment en matière d'éducation morale et civique. Mais je pense que nous, les avocats, nous avons aussi un rôle à jouer. Parce que c'est vrai que cet enseignement repose essentiellement sur les profs d'histoire géo, qui ont évidemment beaucoup de compétences, mais c'est vrai que je pense que nous, avocats, qui arrivons de l'extérieur et qui pouvons objectiver un certain nombre de choses, on a incontestablement un rôle à jouer. Le droit, c'est aussi un bon outil pour aborder les questions de laïcité, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque ce sont les anniversaires de la mort, respectivement, de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Oui, on a ces derniers jours organisé un certain nombre d'hommages, et c'est vrai que il y a quand même un sujet autour de la laïcité qu'il faut, à mon avis, démystifier. Et je pense que les enseignants qui se sont sentis peut-être assez abandonnés sur ces sujets toutes ces dernières années peuvent être aidés précisément par les avocats qui vont arriver avec un discours assez objectif parce que purement juridique et surtout qui ont, si je puis dire, cet avantage d'arriver de l'extérieur et de repartir. Donc peut-être d'être aussi moins exposés sur ces questions. Mais d'ailleurs, là, lorsque j'étais à la journée du droit dans les collèges, la question est venue sur la question en effet du droit. Et donc, par des enfants. Oui. En tout cas, la question a été abordée et ce qui a permis, oui, d'expliquer que la religion était une affaire privée, que chacun avait le droit de croire ou de ne pas croire, de croire ce qu'il souhaitait, mais que c'était ce qu'il souhaitait, mais que c'était une affaire privée et que on a une école de la République qui est là pour enseigner les valeurs de la République, qui fédère et pour faire des citoyens, des êtres dotés de libre arbitre et voilà, et des citoyens entre guillemets éclairés. Mais plus généralement, on a le sentiment, il y a eu des époques où on essayait de faire rentrer le droit dans les établissements scolaires, y compris dans les pratiques démocratiques au sein des établissements. Puis il y a eu une espèce d'effet de recul. Ce qu'on disait aussi, finalement, un conseil de discipline, comment dire, ça ne reprend pas des formes du droit canonique telles que ça se verrait ailleurs. Enfin, il y a un déséquilibre qui reste majeur entre les adultes et les élèves. Et donc faire croire aux élèves que parce qu'ils sont représentés, qu'ils ont un tout petit peu la parole là-dedans, c'est ça le droit, c'est ça la justice, c'est quand même un peu leur mentir. Et au besoin, c'est créer des déceptions futures sur ce qu'est le droit. C'est d'ailleurs un peu la crainte du ministère, parce que quand on aborde la question de l'éducation au droit et la possibilité éventuellement de mettre en place des permanences d'avocats dans les établissements pour les sensibiliser à leurs droits, ce qu'on nous dit, c'est attention, il ne faut pas judiciariser. Donc on cherche aussi à la maintenir, cette forme d'inégalité. Alors il est vrai que, encore une fois, et je l'ai dit sur un autre sujet, les mineurs et les majeurs, c'est pas la même chose. Les mineurs ont peut-être en effet moins de droits et moins de devoirs, mais ils ont en effet des droits, et je pense que c'est important qu'ils soient sensibilisés au fait qu'en effet ils sont des sujets de droit. Vous l'avez souligné, vous intervenez avec l'association Initia Droit en soutien du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de cette journée du droit dans les collèges. Néanmoins, premier conseil que vous auriez à donner à un enfant qui est victime de harcèlement, qu'est-ce que vous leur avez dit de faire, à qui on parle en premier, parce qu'on ne téléphone pas tout de suite à un avocat? Alors parler, là déjà encore, parler, c'est formidable. Voilà, parler à un adulte. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même mises en place, et l'Éducation nationale a mis en place des processus, et notamment un programme phare qui est intéressant, avec des élèves ambassadeurs, avec des référents évidemment adultes. Je pense que les personnels éducatifs sont de plus en plus et de mieux en mieux formés au traitement de ces questions. L'enseignante qui m'a reçue a expliqué cela, c'est-à-dire le fait d'être sensibilisé aux signaux faibles qui peuvent laisser penser qu'un élève est victime de harcèlement, même s'il ne le dit pas. Donc, et elle a montré physiquement, il y avait une boîte à questions, si je puis dire, où on peut glisser un petit mot pour alerter sur telle ou telle situation. À quel moment, justement, on judiciarise ?
Alors ça, c'est précisément une question parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait éviter d'être trop incriminant. Mais en même temps, à partir du moment où c'est une infraction, les parents vont avoir tendance, lorsqu'ils sont informés du fait que leur enfant est harcelé, à aller tout de suite sur le plan judiciaire. Là, il y a peut-être un équilibre à trouver entre une période pendant laquelle on peut essayer d'éviter l'incrimination et essayer d'avoir une démarche un peu amiable et d'inviter avec l'auteur, exactement, en l'invitant à amender son comportement, en essayant de lui faire prendre conscience. Et en même temps, il y a aussi l'exemplarité du judiciaire qui peut aussi avoir un effet important. Et c'est vrai que ce qu'on entend, il y a un peu deux écoles, c'est de dire qu'il faut frapper tout de suite assez fort pour que l'élève comprenne qu'il y a une véritable difficulté. Ça, c'est un débat qui est... La peur du gendarme. Oui, voilà. Mais ça, c'est un débat qui vaut bien en dehors de l'école. C'est un débat sur les politiques entre prévention et sanction en règle générale. Vous aviez, je crois, initié la création d'un compte TikTok pour le barreau de Paris en 2023 pour interagir plus avec un public plus jeune, moderniser aussi l'image de la profession d'avocat. Donc, vraiment, aller vers les jeunes, ça semble être... vous avez hérité en tant que présidente du Conseil national des barreaux de ce dispositif. Mais pour vous, ça va au-delà quand même. Il y a vraiment un moment où la profession doit se tourner vers la jeunesse. Oui, vers la jeunesse, mais vers le grand public d'une façon générale, mais vers la jeunesse en particulier, oui. C'est vrai qu'on a une image qui est souvent extrêmement faussée. Nos concitoyens ne voient le droit qu'à travers le prisme du pénal. Or, il faut savoir que dans les tribunaux aujourd'hui, le pénal, ça représente 30-40% peut-être des affaires. Le reste, c'est le droit civil que beaucoup de nos concitoyens méconnaissent en réalité. Donc, on a de la pédagogie à faire sur les métiers du droit, sur ce que c'est qu'en effet le droit, qui est en effet partout. C'est ça le message aussi qu'on a fait passer pendant cette journée. C'est que le droit, c'est leur règlement intérieur, c'est déjà leur premier accès au droit, mais que le droit, c'est partout. Le droit, quand ils vont acheter une baguette avec leurs parents, c'est du droit, c'est un contrat de vente. Donc le droit, il est effectivement absolument partout, et c'est ce qu'on a essayé en effet de faire passer comme message. Avec aussi une question qui se pose aujourd'hui pour les jeunes, pour les recrutements. Il y a encore quelques années, moi je me souviens avoir fait, je crois même que j'en ai écrit des articles pour dire oh là là, c'est drôlement dur quand on a fait des études de droit, qu'on devient jeune avocat, de survivre à Paris parce qu'il n'y a pas de boulot. Là, apparemment, petit message aux lycéens, orientez-vous vers le droit, il y a de la place. Alors, orientez-vous vers le droit, mais peut-être pas vers tous les droits. C'est-à-dire que, d'abord, oui, il y a de la place. Les cabinets, à l'heure actuelle, ont pas mal de difficultés pour recruter, plus qu'en effet, il y a 10-15 ans, où les jeunes avocats sortaient de l'école et avaient du mal à trouver une collaboration. Là, c'est plutôt l'inverse en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières très porteuses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est vrai que le droit fiscal que le droit pénal, c'est plutôt... Les élèves avocats pensent affaires et pensent pénal. En réalité, il y a beaucoup de débouchés en droit public. On pense assez peu au droit public. Il y a plein de nouvelles matières. Le droit de l'environnement, auquel le Conseil national des barreaux s'intéresse aussi, et on s'est emparé de ce sujet, puisque, encore une fois, on n'échappe pas aux grands sujets de société. On a monté un groupe de travail environnement. Et c'est vrai que, par exemple, le droit de l'environnement est un droit vraiment en construction. Donc, c'est tout à fait passionnant. Et pour lequel ça recrute. Et pour lequel, à mon avis, c'est susceptible de recruter, oui, absolument. Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, on revenait avec vous sur cette journée nationale du droit dans les collèges, consacrée cette année encore au harcèlement, comme l'année dernière. On verra bien quel sera le thème de l'année prochaine. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va passer à la cantoche. Je ne sais pas si vous allez à la cantoche quand vous étiez dans votre collège là. Ah mais bien sûr. Ah bon. Non mais là je parle de la journée nationale. Ah non, là j'ai pas eu l'occasion de les accompagner à l'heure du déjeuner. On a une cantinière d'exception, c'est Sandra Ferrer à Plateau Repas. 35e édition de la Semaine du Goût. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous ne pouviez pas, en tant que diététicienne et nutritionniste, pilier de cette rubrique Plateau Repas, passer à côté. Vous nous rappelez quand même de quoi il s'agit ? Alors, c'est depuis 1990 que cette Semaine du Goût existe. C'est la plus grande mobilisation en France entre les acteurs du goût et leur public. Alors là, ça va mobiliser, c'est une semaine d'animation qui va mobiliser tous les publics. Je rappelle, les élèves de classe maternelle, élémentaire, leurs familles, leurs enseignants, les agriculteurs producteurs, les commerçants des métiers de bouche, les restaurateurs, les collectivités, les associations et les établissements culturels. Et comme c'est la 35e édition, vous partez du principe qu'on est super
fort et donc vous nous avez préparé un petit quiz. Quand je dis nous, c'est parce que les avocats, ça fait des banquets incroyables. Pas forcément, mais non, vous aimez bien, vous, en tout cas. Oui, moi j'aime bien. Ah, c'est vrai. Vous voulez bien faire le quiz avec nous? Avec joie. Ah bah génial. Ah oui, quiz. super. Ah oui, allez. Quiz parce que il n'y a rien. Ah, vous m'avez pas mis les réponses en plus? Ah non. Ah non, je n'ai pas mis les réponses. Ah, moi je croyais pouvoir tricher, moi. Ah non, vous auriez voulu? Bah oui, toujours. Bon, bah, tout le monde sait qu'on ne pourrait pas tricher. On va tester, on va s'amuser, on va apprendre en s'amusant. La première question, c'est où sont, d'après vous, alors c'est un QCM, hein, vous allez pouvoir, quand même, il y a des réponses. Hein. Où sont situées les papilles gustatives? Sur le palais, sur la langue, dans la gorge ou les trois? Moi, je dirais les trois. Ouais, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, bravo. Un point, effectivement, il y en a dans les trois, exactement. Alors, elles ne vont pas être les mêmes. Je vous donnerai des petits noms après, mais parce qu'à la deuxième... Elles ont des petits noms très sympathiques, vous allez voir, je vais vous les donner. Combien de papilles avons-nous environ? Plutôt 1 million, 100 000, 10 000 ou 1000? 1 million, 100 000, 10 000 ou 1000? Bon, 1 million, non? Oui, moi je dirais, oui, en tout cas... Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Hein. Plutôt dans la partie haute. Moi, j'aurais dit 100 000. Bon, c'était 10 000, ce qui est déjà pas mal. Et là, je vais vous donner... Je ne sais même pas à quoi ça ressemble une papille. Il y a plusieurs formes. Il y a les papilles filiformes qui ont une forme allongée, mais c'est au microscope. Hein, voilà, hein. Okay. Fongiformes, foliées, caliciformes. Bon. Petite question annexe, est-ce que vous saviez que sur la langue, en fait, il y a différentes zones, sucrées, salées, amères, oui, bien sûr. Et que devant, bah oui, j'attendais le oui de Emmanuel. Et donc sur la langue, le sucré est plutôt devant, le salé est plutôt sur le côté avec l'acide et l'amertume plutôt au fond de la gorge. Voilà. C'est bien ça. Hein. Pas mal, hein. On est très mauvais en semaine du goût. Hein. Choses, ouais. Ok. Troisième question. Combien de saveurs de base sont détectées par les papilles? Est-ce que vous détectez 3 saveurs, 4 saveurs, 5 saveurs ou 6 saveurs? Si on compte en l'umami? Mais oui, maintenant elle est déclarée cette saveur. Alors, c'est la seule chose que je savais dire. Je ne sais pas combien il y en avait. Alors combien il y en a? Je ne sais pas, 4. Mais moi, je dirais 5. Mais 5 quoi, en comptant oui, voilà, umami. C'est ça. Et effectivement, sucré, salé. Non, mais j'ai dit 4, mais je pensais 5. Umami, bah oui, j'ai bien vu dans le regard que c'était juste. C'est parce que je suis mauvais en maths, en fait. Petite comptabilité qui était mauvaise. Effectivement, il y a l'umami qui est considéré dans les saveurs. Umami, le barreau mène d'un point sur la presse. Il y a une note à la fin. Quelle est la saveur associée à l'acide? Est-ce que c'est le sucré, le salé, l'astringent ou l'aigre? Pas facile, hein. Est-ce que le sucré c'est acide? Est-ce que le salé c'est acide? L'astringent est acide? Ou l'aigre est acide? Ouais, ou aigre. Oh là là! Madame a gagné. C'est l'aigre. Le droit mène de 2 points. Le lait, hein, quand il est un peu aigre, c'est acide. La saveur umami, la fameuse, est souvent associée à quel ingrédient? Est-ce qu'on l'associe au citron, à la viande grillée, au sel ou au piment? À la viande grillée. Alors je rigole parce que Emmanuel et sa passion pour la côte de bœuf, on a bien compris. Effectivement, l'umami s'associe à la viande grillée. Ça veut dire donc savoureux. On le retrouve cette saveur. Vous alliez le dire? Oui. Ouais, aussi. Bon, allez, toujours 2 points d'avance pour le... Parfait. On trouve cette saveur d'ailleurs dans les champignons, les fromages mûrs et les viandes. Lequel de ces aliments est généralement considéré comme amer? Attention, chocolat au lait, brocoli, miel ou sauce soja? Amer. Chocolat au lait, brocoli, miel. Brocoli, c'est vert, ça doit être amer. Oui, moi j'étais plus sur le brocoli, mais je pense que c'est un piège. Et à mon avis, c'est le chocolat au lait. C'est monsieur qui est bon. C'est brocoli. Un point d'avance pour vous. Et en plus le brocoli va vieillir, plus il va avoir une amertume. Bon. Plus que 4 questions. Quel est le composé chimique responsable du goût piquant du poivre noir? Le poivre noir. La capsaïcine, la caféine, la lysine ou la piperine? Alors là, je déclare forfait. Non, bon, la piperine, parce que poivre, piper. Oui. Oui, c'est ça, c'est la piperine. L'étymologie, ça marche toujours. La capsaïcine, pour information, c'est le piment. Voilà. Allez, toujours un point d'avance. Allez, très important de parler de la rétro-olfaction. Ah bah oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est? C'est la détection des saveurs par la langue, c'est la détection des odeurs par le nez, c'est la détection des saveurs par le nez ou la détection des odeurs par la langue. Je répète, s'il le faut. Non, c'est odeur par la langue. Non, c'est odeur par le nez. Odeur par le nez, rétro-olfaction, non. Rétro-olfaction, non. Il nous reste saveur par la langue, saveur par le nez, odeur par la langue. C'est pas saveur par la langue, puisqu'il y a l'olfaction, donc il y a nécessairement le nez. Il nous reste saveur par le nez, odeur par la langue. Moi, je dirais odeur par la langue.
C'était saveur par le nez. Bon, vous avez toujours un point d'avance. Voilà. Mais... Il est très important de sortir. Il reste 1 minute 30. Allez, on y va. On y va. Rétro-olfaction. La rétro-olfaction contribue-t-elle à notre perception des saveurs en détectant les odeurs pendant la mastication, ou en amplifiant les sensations sucrées, ou en atténuant les saveurs amères, ou en modifiant la perception de la texture? Donc la rétro-olfaction, elle sert à quoi en fait? Elle sert, donc déjà, on a dit, à avoir les saveurs par le nez. C'est à détecter les odeurs pendant la mastication. Et c'est ça. Ouais. Vous aviez, c'est ça. Bravo. Ah, et bah tous voilà, les deux. vous aussi. Allez, tous les deux. Parce qu'il faut mâcher. Vous menez toujours d'un point. Et la dernière, quelle est la saveur de base associée à la caféine dans le café? Et vous êtes obligé de réussir. Sucré, umami, acide ou amer? Le café est sucré, acide, umami ou amer? Bon, il est acide ou amer en gros? Acide, oui. Il est amer. Bravo. Match nul. Mais c'est tellement beau. Il faudra que vous revoyiez pour qu'on fasse un match retour ou une séance de pénalty. Il faudra un truc pour se départager. La prochaine fois, c'est avec dégustation. Ah bon, ok. Allez, je vous soupçonne de m'avoir laissé égaliser à la dernière minute. Merci beaucoup, en tout cas, Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, de nous avoir accompagnés dans cette émission, d'avoir remis l'accent à la fois sur la place du droit dans le système éducatif en général et évidemment sur la question du harcèlement. Sandra, merci beaucoup pour ce petit quiz. 35e semaine du goût, évidemment, vous ne la ratez pas si vous voulez réussir les quiz de Sandra. Oui. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Julie Ordner, Marine Plantec à la préparation de l'émission. Elle est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour ce qui est du grand oral, vous pouvez également en retrouver une version audio sur les principales plateformes de podcast.